Merci Laurent Cabrol. Il est 8h effectivement. Europe Matin, votre matinale info sur Europe 1. Julien Pierce. Et à 8h, le journal, c'est avec Adrien Beck. Bonjour Adrien. Bonjour à tous. À la une de l'actualité, la justice s'intéresse aux coupes prises à partie par Alexandre Benalla le 1er mai, soupçonné de jet de projectiles sur les CRS. Une enquête a été ouverte hier. Pourquoi 3 mois après les faits? Explication à suivre. Les auditions de l'affaire Benalla, grand succès d'ailleurs pour les chaînes parlementaires, audience multipliée par 3. Trou d'air confirmé pour la croissance française, plus 0,2% au deuxième trimestre. Dernière nuit à suffoquer avant la baisse des températures, nous serons à Lille. Et puis le festival de Cannes boudé par ses habitués, menacé par ses concurrents Toronto et Venise. Mais avant de revenir sur ces titres, éloignons-nous un peu du plancher des vaches, du terre-à-terre de l'actualité. Ce soir, la Lune se donne en spectacle, éclipse totale la plus longue de notre siècle, 1h43. Représentation unique puisque la prochaine, ce sera dans 100 ans. Voici les conseils de Laure d'Autriche pour ne rien rater. À 22h21 précisément, le Soleil, la Terre et la Lune seront parfaitement alignés. L'ombre de la Terre va alors masquer la totalité de la Lune et la Lune va revêtir une couleur rouge cuivré. L'atmosphère de la Terre, qui dévie une partie des rayons du Soleil vers la Lune, crée cette coloration. Pour observer l'éclipse, pas besoin de lunettes de protection comme pour une éclipse de Soleil, mais selon l'endroit où vous vous trouverez en France, attention, la Lune bien sûr ne se lève pas au même moment. Entre Strasbourg et Brest, par exemple, il y a 45 minutes d'écart. Pour mieux apprécier le spectacle, l'idéal, c'est de s'éloigner des lumières artificielles et de s'installer en hauteur, en montagne ou au bord de la mer, avec un horizon sud-est bien dégagé pour voir la Lune se lever. À l'œil nu, vous verrez déjà les taches sombres et claires de la Lune, et si vous avez des jumelles ou une lunette astronomique, la Lune vous montrera alors ses cratères. En bonus ce soir, vous pourrez observer un petit point couleur rubis, la planète Mars, qui brillera de 1000 feux juste sous la Lune. Laure d'Autriche pour Europe 1. 8h et bientôt 3 minutes sur Europe 1. On en vient à l'affaire Benalla et à cette question: que s'est-il vraiment passé le 1er mai, place de la Contrescarpe à Paris? C'est là qu'Alexandre Benalla s'en est pris à un couple alors qu'il était filmé. Le couple qu'on voit aussi sur une autre vidéo jeter des projectiles, notamment une carafe d'eau sur les CRS. La justice a ouvert une enquête hier soir. Alors pourquoi cela n'a pas été fait dès le soir du 1er mai? Élément de réponse avec Salomé Legrand. Le procureur lui-même a posé la question hier à la préfecture avant d'ouvrir cette procédure. Pourquoi le couple n'a-t-il pas été poursuivi dès le début? Les deux trentenaires présents place de la Contrescarpe avaient bien été interpellés ce soir-là, emmenés rue de l'Évangile dans ce centre de tri où les forces de l'ordre retiennent toutes les personnes arrêtées après les grandes manifestations. Mais rien. Tous deux étaient ressortis après une simple vérification d'identité. La police disposait pourtant d'images les montrant en train de lancer des projectiles au CRS. Mais aucune procédure n'est ouverte quand, dans le même temps, d'autres manifestants sont poursuivis pour simple attroupement en vue de commettre des violences. Y a-t-il eu ordre de les relâcher pour ne pas exposer Alexandre Benalla? Le doute plane. Si une enquête avait été ouverte, tous les protagonistes auraient effectivement été interrogés, y compris le jeune chef de cabinet adjoint à l'Élysée. Mais d'après nos informations, la réponse est bien plus prosaïque. Le couple a bénéficié de l'engorgement des commissariats. Les policiers, déjà aux prises avec une centaine de gardes à vue, les auraient relâchés au milieu d'un groupe d'autres personnes. Ils devraient être convoqués prochainement. Salomé Legrand. Sur le plan politique, à l'Assemblée nationale, la commission d'enquête explose en plein vol. Retrait de son co-rapporteur, le républicain Guillaume Larrivé, qui parle d'une parodie d'une commission aux ordres de l'Élysée. Retrait aussi de la France insoumise, des socialistes ou encore du Front National. Dernier épisode en date d'une télé-réalité en direct qui fait les affaires des chaînes parlementaires, notamment Public Sénat, dont Emmanuel Kessler est le président. D'après les premières indications dont nous disposons pour Public Sénat, l'audience moyenne de la chaîne sur la diffusion des auditions est d'environ le triple de ce que nous constatons d'habitude. C'est un très bon chiffre. Ce à quoi on assiste en ce moment n'est pas sans rappeler ce que les chaînes parlementaires avaient fait en 2006 avec la commission Outreau, c'est-à-dire qu'il y a un vrai intérêt du public pour ce moment démocratique dans lequel les parlementaires interpellent directement les politiques, la haute administration, les membres du cabinet du président de la République sur un sujet très sensible. Moi, je pense qu'avec la diffusion de ces auditions et ce qui fait leur intérêt,
c'est qu'au fond, les Français se trouvent en capacité de prendre eux-mêmes place comme membres de ces commissions. Et donc, je pense que c'est un très bel exercice de démocratie qui se joue à travers ces retransmissions. Et bien sûr, c'est un moment très fort de la vie des chaînes parlementaires et de Public Sénat en particulier. Emmanuel Kessler avec Jean-Jacques Herry et discussion mardi à l'Assemblée nationale d'une motion de censure de droite, peut-être aussi d'une motion de gauche. Quant à Emmanuel Macron en déplacement en Espagne, il l'a répété, cette affaire est une tempête dans un verre d'eau et pour beaucoup une tempête sous un crâne. Ça allait mieux, mais le trou d'air se poursuit pour la croissance au deuxième trimestre. Hausse de seulement 0,2%, annonce l'INSEE ce matin. La Banque de France prévoyait 0,3%. Écoutez les explications d'Éric Heyer, économiste à l'OFCE. Ça veut dire d'abord que le gouvernement va avoir beaucoup de mal pour atteindre son objectif de 2% de croissance. Donc ça veut dire que globalement, le chômage va avoir du mal à baisser avec 0,2 de croissance. C'est pas des rythmes qui sont suffisants pour que l'économie française recommence à créer de l'emploi en masse. Puis il faut regarder pourquoi ce taux de croissance n'arrive pas à accélérer un peu plus. C'est essentiellement la consommation des ménages qui n'augmente plus et même qui baisse au cours de ce deuxième trimestre. Et ça, c'est en lien avec une baisse du pouvoir d'achat. Une des explications, c'est bien le calendrier fiscal. En début d'année, il y a eu plus de hausse d'impôts que de baisse d'impôts. Et donc, la croissance n'est pas repartie aussi rapidement qu'on pouvait l'espérer. Éric Heyer, économiste à l'OFCE avec Chanel Petit. Une intoxication alimentaire dans une colonie de vacances à Rabat-les-Trois-Seigneurs dans l'Ariège. 16 des 41 pensionnaires ont été victimes de nausées et vomissements. Des adolescents de 11 à 15 ans. 6 ont dû être évacués vers l'hôpital pour déshydratation, mais aucun pronostic vital n'est engagé. C'est une information Europe 1 de Salomé Legrand. Après la journée étouffante d'hier, vous vous êtes peut-être dit: enfin, je vais pouvoir me reposer. Raté, le mercure n'est pas vraiment retombé cette nuit sur une bonne partie de la France. Réveil difficile à Lille ce matin encore, Kevin Tuilier. Oui, il a fait très chaud cette nuit à Lille avec des températures allant jusqu'à 22 degrés, proche des records. Difficile dans ces conditions de trouver le sommeil avec très peu d'air frais dans les chambres des Lillois. Céline porte ce matin des lunettes de soleil pour cacher les cernes sous les yeux après une nuit très difficile. Oh, il fait chaud, j'ai tout essayé. On a dormi la fenêtre ouverte, mais on voit les heures passer. Minuit, 1h, 2h, 3h. Alors votre nuit, elle est fichue. Enfin, c'est des nuits infernales. La plupart des fenêtres ici sont ouvertes et les volets fermés. Justine, elle a installé 2 ventilateur dans sa chambre. Enceinte de 6 mois, elle n'a dormi cette nuit que 3 petites heures. C'est une chaleur, on transpire, c'est désagréable. On sort le ventilateur, mais ça fait du bruit, donc ça nous empêche de dormir. C'est déjà très fatigant d'être enceinte. Si on n'arrive pas à dormir, à se sentir au frais, c'est vite agaçant et du coup on s'énerve pour rien. Ce matin, le panneau d'affichage en face de moi d'une pharmacie affiche 22 degrés, mais les températures vont très vite grimper. On attend jusqu'à 37 à Lille en début d'après-midi. Kevin Tuilier à Lille pour Europe 1. 8h passées de 8 minutes sur Europe 1. Circulation différenciée prolongée aujourd'hui en région parisienne à cause de la pollution à l'ozone. Départ en vacances en pleine chaleur aussi aujourd'hui. De quoi rendre pénibles les longs trajets. Écoutez les conseils de Philippe Loïc, médecin dans le Nord. La première chose est de s'assurer que sa voiture soit en bon état et avec le plein, parce que la pire des choses, c'est de tomber en panne au milieu de l'autoroute ou au milieu d'une route et de ne plus avoir d'essence, donc avoir un véhicule en bon état. La deuxième chose qui est vraiment important, c'est s'hydrater convenablement, et le seul liquide qui hydrate réellement, c'est l'eau. Il faut compter 1,5 litre par personne au minimum, et il est toujours prudent de prendre des réserves pour la situation panne ou pour la situation d'embouteillage prolongé. Et si l'on en dispose, on met en route la climatisation, mais la climatisation ne doit pas être réglée de manière trop basse. Il faut être à peu près 5 ou 6 degrés maximum en dessous de la température ambiante, sinon ça crée une sensation désagréable et des possibilités de problèmes. Et il faut être extrêmement prudent avec les jeunes enfants où on peut avoir l'impression qu'ils se sont endormis et en fait ils sont déshydratés ou ils font une insolation. Donc vraiment il faut être très très prudent. Eh bien on fait des pauses extrêmement fréquentes et on profite des restoroutes qui sont en général des lieux climatisés qui permettent de faire une pause dans de bonnes conditions. Propos recueillis par Aude Leroy. Et la bonne nouvelle, Laurent Cabrol le disait, c'est que les orages arrivent par l'ouest en fin de journée. Aux États-Unis, fin du délai cette nuit pour réunir les 2500 familles, parents et enfants immigrés illégaux séparés à la frontière mexicaine sur décision de Donald Trump. Décision annulée
par la justice. Sonia Dridi, vous êtes notre correspondante à Washington. Il semble qu'on est encore loin du compte. Oui, l'ambiance est chaotique. L'administration Trump est dépassée par cette affaire. 711 enfants de plus de 5 ans ont été confiés hier aux services sociaux américains, faute de pouvoir retrouver leurs parents à la date butoir. Dans plus de 400 cas, ces derniers ont déjà été expulsés des États-Unis. Dans d'autres cas, ils ont été jugés inaptes à recevoir leurs enfants en raison d'antécédents criminels ou de maladies. Des avocats d'immigration affirment que certains enfants risquent de ne jamais revoir leurs parents et seront placés dans des orphelinats. Début juillet, déjà, les autorités devaient réunir la centaine d'enfants de moins de 5 ans avec leurs parents et elles ont accusé un retard de 2 jours. Des tests ADN ont parfois été utilisés pour identifier ces enfants. Au final, un peu plus de la moitié d'entre eux ont pu retrouver leur famille. Certains n'ont pas reconnu leurs parents et les ont rejetés lors des retrouvailles. La politique de tolérance zéro de l'administration Trump a entraîné la séparation de plus de 2500 familles. Sous la pression de l'opinion publique, le président américain a fini par signer un décret en juin pour interdire cette politique. Sonia Dridi à Washington pour Europe 1. Le cinéma et le festival de Cannes est-il has-been? La question se pose car Venise vient de dévoiler sa programmation juste après celle de Toronto. Et ce que l'on remarque, c'est qu'elles sont composées principalement d'habitués de la croisette qui, pour certains, ont boudé le dernier festival de Cannes. Mathieu Charrier. Jacques Audiard, Olivia Assayas, Claire Denis, Mia Hansen-Love, une série même des frères Cohen. Les habitués cannois seront cette année à Toronto et à Venise, avec aussi notamment Damien Chazelle, très attendu après La La Land. Ces films, on pensait plutôt les voir lors du dernier festival de Cannes, mais ils avaient décliné officiellement car ils n'étaient pas prêts. On s'était rendu compte que beaucoup d'entre eux préféraient surtout attendre cette rentrée pour se dévoiler, en vue notamment de la campagne pour les Oscars. Autre raison, Cannes est réputé comme un festival dur, avec une presse critique exigeante qui n'hésite pas à flinguer certains films. Or, à Toronto, par exemple, il n'y a pas de compétition, aucun risque donc. Et puis, il y a ce conflit avec Netflix, car sera également présenté à Venise et à Toronto le nouveau film d'Alfonso Cuarón, produit par Netflix. Là encore, Cannes avait voulu le projeter, mais hors compétition, pour ne pas froisser les distributeurs et exploitants français, qui veulent que tous les films qui concourent pour la Palme d'Or sortent en salle. Netflix avait donc décliné l'offre et va maintenant créer l'événement chez les concurrents de Cannes, offrant également à Venise le film inachevé d'Orson Welles, dont le géant américain a financé la fin. D'où cette question, est-ce un trou passager pour le Festival de Cannes ou un vrai chamboulement dans la hiérarchie des festivals de 7e art? Mathieu Charrier pour Europe 1, un mot du Tour de France et dernière explication possible aujourd'hui en montagne à 3 jours de l'arrivée à Paris. 19e étape lourde de la Reims, étape classique, 2 cols hors catégorie, l'Aubisque et le Tourmalet. Joli programme en perspective. C'était le journal d'Adrien Beck. Merci Adrien. Europe 1.